Les amis, on commence l'actualité blockchain et crypto. J'ai pas un milliard de choses à dire sur les cours, si ce n'est que vous le savez bien. L'Ether a pris un peu d'énergie, Bitcoin aussi, mais a rapidement perdu une partie de sa valeur. En attendant, Ether a rattrapé une partie du retard qu'il avait vis-à-vis de Bitcoin. On est passé de 22 Ethers par BTC à 18 quoi, donc ça a bien réduit l'écart entre les deux, sachant que si je dis pas de bêtises, il est à 85 ou 90% de son ATH aujourd'hui, donc l'Ether a rattrapé du retard. On va voir pourquoi, mais globalement ça vient des ETF. On doit quand même parler du Pizza Day, c'était en 2010, donc ça va faire 14 ans et c'était le 22 mai. Pour le coup, c'est la toute première, en tout cas c'est l'une des premières transactions référencées et connues que Bitcoin a enregistrées sur son réseau, puisqu'il y a quelqu'un qui a tout simplement offert 2 pizzas contre 10 000 bitcoins. Ça représentait 41 $ à l'époque en 2010. Le truc intéressant là-dessus, c'est de se dire que cette transaction représenterait aujourd'hui, je crois que c'est 70 millions de dollars. 710 millions de dollars. Waouh! Donc 355 millions la pizza. Évidemment, c'est un petit fait qui est rappelé chaque année pour le plaisir. On s'en fout, hein, cette information n'est pas très importante. Et puis évidemment, la personne elle-même qui a payé 10 000 bitcoins pour ses pizzas, elle explique que à l'époque, Bitcoin ne valait rien. Donc il n'a pas l'impression d'avoir perdu 710 millions de dollars. En tout cas, pour beaucoup, c'est considéré comme la première transaction ayant marqué dans le temps et avec un espèce de timestamp le prix de Bitcoin à travers son évolution, quoi. Sachant qu'en mai 2010, il n'y avait pas grand monde qui payait en Bitcoin, je peux vous le dire. Le pizzaiolo, il s'est mis bien. Bah non, le pizzaiolo, il a sûrement revendu quand ça a fait x3. Parce que c'est un être humain normal. C'est ceux qui te disent, ouais, si t'avais gardé ton bitcoin depuis le début, tu serais milliardaire. Non, tu serais un gros abruti. Parce que quand t'as du bitcoin et que le truc il fait x5, x10 ou x15, tu finis par vendre. Et si tu gardes ton bitcoin toute ta vie sans jamais le vendre, on peut pas non plus dire que t'es un génie. Parce que d'un point de vue financier, à un moment, faut savoir prendre ses bénéfices. Il faut savoir vendre. Peut-être pas tout, mais une partie en tout cas. En tout cas, celui qui vient et qui te dit, ouais, moi j'avais tant de bitcoin à l'époque, donc aujourd'hui ça vaudrait tant. Il est bien gentil, mais avec des si, on met Paris en bouteille. Vous avez parlé de Cinter qui propose des actifs synthétiques sur la blockchain et qui a pour but de se développer sur un maximum de réseaux. Ils viennent d'intégrer des nouveaux wallets, notamment Rabby, Coinbase et Trust. Donc pour le coup, ils se développent bien. Je vous ferai également un petit update, mais ça va dans la bonne direction. Les amis, parlons un petit peu de ces ETF. Bon, il y a eu un gros revirement de situation. C'est la dernière vidéo qu'il y a sur ma chaîne principale. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails là-dessus non plus, mais pour faire simple, après Bitcoin, on va avoir des ETF sur Ether. Donc pour faire simple, c'est une société qui va détenir des Ethers et qui va permettre à d'autres sociétés de racheter une partie d'elles-mêmes. Ça permet à plein d'entreprises et plein de sociétés, d'institutions et de grands groupes aux États-Unis et dans le monde d'ailleurs, d'acheter très simplement des Ethers à moindre frais et que ce soit très simple à comptabiliser et à mettre dans sa société. Donc c'est beaucoup plus facile pour beaucoup de monde et le fait que ce soit beaucoup plus facile, ça rend l'Ether beaucoup plus accessible. Bon, les bons et les mauvais côtés. Les bons côtés, c'est comme c'est très facile d'acheter de l'Ether pour beaucoup de gens dans le monde, il y a beaucoup d'acheteurs qui vont arriver massivement. Il va y avoir des grosses pressions d'achat énormes. Ça peut faire monter le prix de l'Ether. Vous savez que s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, la loi de l'offre et de la demande va équilibrer le prix à la hausse. Et à l'inverse, là où on peut dire que c'est plutôt négatif, c'est le fait que naturellement, on veut des crypto-monnaies, on aime la valeur décentralisée. C'est sûr que permettre à Wall Street de venir acheter des louches et des louches d'Ether, ça vient entre guillemets remettre un petit peu en cause la décentralisation, en tout cas pour certains et en tout cas à certains niveaux. Quoi qu'il en soit, ça a été accepté et ça a été un gros changement. Pourquoi? Parce que on pensait vraiment qu'il n'y aurait pas d'ETF là-dessus. Dans ma vidéo, je l'explique, Bitcoin est considéré vraiment différemment d'Ether et c'est pour ça qu'on s'attendait à ce que la Security Exchange Commission, le régulateur américain, refuse de faire des ETF sur Ether. En acceptant, il n'a pas qualifié Ether de commodities, ce qui arrangerait beaucoup de monde dans l'écosystème, parce que en tout cas le qualifier de security ce serait très grave, mais ça va quand même dans ce sens-là. Et ça c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'un point de vue du message qui est envoyé au marché des cryptos aux États-Unis, c'est très positif, parce que pendant un moment on se demandait si Ether et la plupart des crypto-monnaies n'allaient pas être requalifiés en un nouveau produit financier qui demanderait des licences, des interdictions et qui ferait que le régulateur américain allait flinguer tout l'écosystème. En attendant, bien que ce soit approuvé, ça veut pas encore dire que les ETF sont échangeables. Il y a deux formulaires, un formulaire d'acceptation et un formulaire qui permet ensuite de vendre
vendre ça, et bien qu'on puisse coter, c'est-à-dire qu'un fonds puisse, entre guillemets, faire son ETF Ether aujourd'hui, il ne peut pas encore le distribuer. Les gens ne peuvent pas encore en acheter des ETF Ether. On sait que ça arrive, mais on ne sait pas quand. Et globalement, ça peut prendre du temps. Certains experts, notamment de Bloomberg, s'attendent à ce que ça prenne 2 semaines, mais pour le coup, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Donc, faut pas s'enflammer. Ça arrive, oui, mais ça peut traîner en longueur. Il y a encore des discussions qui doivent être faites. En tout cas, voilà, ils arrivent. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, et on ne sait pas encore l'impact, mais ça arrive. Les États-Unis ont également proposé une loi assez intéressante. C'est une loi qui, alors pour l'instant, c'est un projet de loi qui va à l'encontre des MNBC. En gros, c'est pour interdire à la Réserve fédérale de lancer une monnaie numérique de banque centrale. D'un côté, c'est surprenant, parce que ça veut dire que les décideurs américains se rendent bien compte de la capacité qu'auraient les États-Unis à tout simplement contrôler et gérer les masses d'êtres humains qui utiliseraient du dollar s'il était tokenisé. Le Big Brother dont on a peur avec les MNBC, parce que la blockchain, je vous le rappelle, est un outil incroyable de liberté monétaire, mais si le réseau blockchain est décentralisé, contrôlé par ses utilisateurs. Si c'est contrôlé par une banque centrale, la blockchain sera une arme et un outil de contrôle de masse énorme. Mais on s'attendait quand même pas à ce que ce soit les États-Unis, notamment qui proposent un vote dans lequel il y avait 216 voix pour et 192 voix contre. Pour le coup, c'est quand même un projet de loi qui passe à la majorité. Et surtout, ça me fait rire parce que c'est là qu'on voit quand même que c'est des Américains et qu'ils n'ont pas leur langue dans la poche. TD Cowen, une banque d'investissement basée aux États-Unis, avertit que cette interdiction pourrait nuire à la domination mondiale des banques américaines et du dollar américain. Eux, ils n'ont pas leur langue dans la poche. Ils le disent comme ils le pensent. Attention! On va pas pouvoir dominer le monde entier si on fait des lois comme ça. La liberté individuelle a ses limites. Bref, si je dis pas de bêtises, ça doit encore passer devant le Sénat, donc c'est un projet de loi, ça n'a pas été adopté, mais surprenant de voir ça qui vient des États-Unis, et d'un point de vue des libertés individuelles, je trouve ça plutôt sain. On continue sur un deuxième projet de loi, FIT 21, qui a été adopté par la Chambre des représentants. De la même façon, ça ne veut pas dire que ce sera accepté devant le Sénat, mais ça veut encore une fois dire que ça a été le vote qui a été fait par les représentants, par la Chambre des représentants. Sachant que là, pour le coup, si je dis pas de bêtises, le ratio était encore plus gros. 278 voix au total étaient pour. Et là, pour le coup, on s'attend vraiment à ce que républicains soient pro-crypto, démocrates soient contre les cryptos. Là, il y a 208 républicains pour et 71 démocrates pour. Donc, c'est une majorité croisante, croisante. 278 contre 136. Alors pour le coup, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ai demandé à Enguerrand, qui était juriste chez nous et qui est vraiment costaud, je lui ai demandé de me simplifier un petit peu tout ça parce que c'était barbare et il m'a fait un petit récap. Déjà, le truc marquant, c'est le fait que voilà, il y ait des démocrates qui à la base sont anti-crypto et globalement tout le monde était à peu près d'accord pour se dire que ok, le sujet c'est plus d'être pro ou contre les cryptos. Les crypto-monnaies ont leur avenir aux États-Unis et globalement c'est en train de changer. C'est plus à gauche c'est pour, à droite c'est contre ou vice versa. Vous m'avez compris. C'est vraiment comment est-ce qu'on cadre cet écosystème. Ensuite, la bonne nouvelle c'est que ça permet de créer un cadre où en gros la plupart des crypto-monnaies, si elles sont considérées comme suffisamment décentralisées, du coup il y aurait des critères et qu'en fonction de ces critères, tu pourrais être régulé par la CFTC qui régule les commodities comme le Bitcoin par exemple, plutôt que la Security Exchange Commission. Bon, la Security Exchange Commission elle est stricte à crever, la CFTC c'est un peu mieux, ça reste un régulateur, ça peut quand même être strict, mais c'est pas pareil. Et pour le coup, ce qui est sympa, et ça il me le précise et je l'avais pas vu, la CFTC, donc le régulateur des commodities, c'est plus clair aujourd'hui ce qu'il propose, donc ça permet de mieux entreprendre et de mieux innover quand on sait que le cadre réglementaire est plus clair. Il y a même une loi de protection pour la self-custody. En gros, vous savez très bien qu'on a peur un jour de dire aux particuliers, t'as pas le droit de détenir ta propre clé privée toi-même. Eh bien, dans la loi justement que fait imposer et qu'explique la CFTC, tu as le droit de détenir toi-même tes commodities, comme de l'or par exemple. Légalement, c'est un droit que tu as de pouvoir les détenir. Donc définir des crypto-monnaies sous le régime de la CFTC et sous son joug à elle, ça définit les crypto-monnaies comme des actifs dont légalement le citoyen a le droit dans sa liberté individuelle de la détenir. C'est assez fort. Bref, il y a pas mal de choses qui peuvent, voilà, là il m'explique, voilà, des points négatifs qui ont été soulevés par des juristes. La CFTC pourrait être aussi véhémente que la SEC. Il y aurait également beaucoup de contradictions dans la loi, donc il faut définir comment est-ce qu'un réseau est suffisamment décentralisé. Est-ce que cette loi peut être efficace ou inefficace, voire même dangereuse selon certains critères et selon certaines lectures. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais en attendant, ça va dans le bon sens ou, à minima, ça ne va pas dans le mauvais. Donc c'est plutôt une bonne chose, et pour le coup, dans la tête de beaucoup de gens, c'est il nous faut un cadre attractif pour les cryptoactifs, et ça doit être clair, on doit permettre l'innovation, et ça a été voté à 280 contre 140, quoi. Donc c'est clairement la position globale des US, et non pas juste des républicains ou des démocrates.
Dernier point, j'en ai parlé, c'est Donald Trump qui lui, bon déjà, il accepte désormais les dons en crypto-monnaie pour sa campagne, hein, donc c'est très clair, 8 crypto-monnaies sont disponibles, et moi j'aimerais bien voir, et c'est là que j'attends réellement de voir un changement, je ne vois pas les amis comment même les démocrates peuvent commencer à prendre des positions pro-crypto, et je ne vois pas comment Joe Biden ne peut pas prendre une position claire et dire nous sommes pour un cadre clair et pour l'innovation crypto. J'attends de voir ça, mais là, ça pourrait pousser. Si tous les États-Unis se retournent et commencent à aller dans le sens des cryptos, ça pourrait pousser les cours à la hausse. Quoi qu'il en soit, il faut regarder ce passage-là qui est quand même intéressant. Je veillerai à ce que l'avenir des crypto-monnaies et le Bitcoin se fasse aux États-Unis. Je soutiendrai le droit au self-custody, très important pour les holders et pour les valeurs, de 50 millions de propriétaires de crypto dans ce pays, quoi. Bref. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a compris l'intérêt du marché américain pour les crypto-monnaies. Il y a même 51% des générations Z et des millennials qui ont carrément dit qu'ils étaient prêts à voter pour un candidat pro-crypto. Donc globalement, ça devient très politisé et ça devient une partie forte et un point d'appui de la campagne de ceux qui se présentent aux États-Unis, quoi. Donc c'est en train de tourner en faveur de la crypto au sens large aux US.